Citoyens! Je suis là, citoyens! Citoyens de Cannes, l'orgueilleux! Citoyens de Cannes, citoyens d'un extraordinaire pays, veuillez prêter à mes révélations cette oreille, exercer cette oreille musicale, cette oreille qui est à la fois la musique et son auditoire, la sonde cosmique de l'âme et l'ornement délicat d'un esprit, mais d'un esprit cannois, d'un esprit accoutumé dès l'enfance aux paroles de la grâce et à celles de la grandeur. Le style. Citoyen. Citoyen de Cannes, race de seigneurs aux faces ténébreuses, dont le jugement terrible pénètre comme en se jouant la carapace des mensonges et trouve au-delà, dans les flammes insupportables de la vérité, son repos naturel et sa réjouissance. Habitants légitimes de cette contrée prospère, visage tour à tour de pierre et de feuillage pâle, miroitant comme la cime de ces peupliers que la brise de l'intelligence se plaît à frôler de son aile énergique. Putain, c'est beau, ça. Peuple des merveilleux nuages. Ouais. Peuple de rois nourris du lait des vertus naturelles. Non, ça craint. Berger, voilà. Berger investi de la simplicité royale. Berger. Berger dont les femmes, aux yeux grands ouverts, défiant le regard du soleil, inquiètent les constellations du ciel à force de beauté. Il faut le faire. Dont les filles, dont les filles, comparables aux chevreuils effarés, quoique érudites, hein, versées dans les sciences de l'invisible, dont les filles semblent naviguer plutôt qu'elles ne marchent, et sont encore plus savantes au plumard. Bref, citadins de la droiture sans raideur et de l'orgueil sans dédain, prête l'oreille aux questions que je veux dérouler à tes pieds, avec la déférence du marchand offrant ses paroles à ton choix éclairé. Oui, donc. J'étais trop loin. Vous fatiguez pas maintenant. Ah oui, alors voici. Il se cache. On le voit pas, t'inquiète pas, on te voit pas. Voici la question, alors. Peuple de Cannes, qui jamais t'a osé torcher un compliment d'une telle envergure? Quel mortel avant moi t'a parlé le langage d'un frère que n'aurait pas encore corrompu la drogue des hideuses rivalités? Toi qui oses tout, peuple de Cannes, ose le dire? Qui? Personne! Étrange lacune! Pourquoi personne un petit compliment ne coûte rien? Pourquoi? Craindrait-on à ce point de passer pour un flatteur? Ou serais-tu, peuple de Cannes, serais-tu au comble d'injustice? Serais-tu supposé ne mériter aucun éloge? Oh, c'est gros. Ou bien alors, le ton de la critique serait-il un miel tellement plus irrésistible pour les langues chargées de la convoitise? Va savoir. Ou peut-être, peut-être encore, est-ce qu'on redoute
qu'au bruit de cette gloire enfin reconnue, mûrisse en toi le projet de refuser les traditionnelles sodomies de la machine gouvernante. Basawa. Non, je n'affirme rien. Quoi qu'il en soit, j'inaugure aujourd'hui cette croyance active en ton incalculable génie. Du moins, est-ce la bouée à laquelle je m'accroche avec l'énergie du désespoir. En effet, peuple de caille, qui au monde sera malin si vous êtes bête? Ouais, je sais bien ce qu'on va me dire, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui... Non, mais je ne peux pas vous tromper. La bonne tromperie suppose un bon mobile. Il n'y a pas escroquerie à payer son prochain d'une fausse monnaie qu'il a les moyens d'écouler sans problème pour son besoin ou ses plaisirs. De même, on ne voit jamais la courtisane cynique se cramponner à séduire un potentat ruiné qui ne l'amuse pas. Bref, je vais prendre le loisir. D'autre part, vous noterez qu'en principe, là, vous avez déjà payé, alors je ne vais pas... Bon. Bref, je vais prendre le loisir et la peine de vous tenir en estime si haute que mes louanges même soient embellies par la grandeur de leur objet. D'ailleurs, entre nous, le prodigieux dauphin, maître nageur des gouffres océans, s'abstient de critiquer le crawl laborieux du canard. Et je suis encouragé dans cette aventure par la certitude agréable qu'il n'existe pas, ni n'existera jamais, d'intelligence malfaisante. Hein? Jamais. Hein? Non, madame. Non, jamais. Non, madame. Ah, non. Ah, il y a incompatibilité. Non, madame. Mais non, non. Écoutez, madame, non. Saisissons bien le fonctionnement d'une intelligence en société. Là. Bon. L'intérêt évident d'un citoyen est de passer pour génial. Ouais. Mais veut-il ou ne veut-il pas être génial? Ah là, la question n'a pas grand sens. Hein? Un citoyen fonctionne biologiquement, il fonctionne comme ses organes, hein, par des échanges. Bon, si vous voulez, schématiquement, il échange avec ses prédateurs successifs, hein, et finalement donc avec les machines gouvernantes. Il échange quoi? Il échange des doses d'obéissance contre des doses proportionnelles de sécurité. Bon. Plus il est génial au départ, plus sa sensibilité le rend vulnérable aux agressions, plus il lui faut de sécurité. Et conséquemment, plus il doit fournir d'obéissance. Eh oui, c'est grave! Ce n'est plus alors le génie qui explique sa belle réussite sociale, mais le faillot, enfin, la servilité, la servilité proportionnelle qui en résulte. C'est grave! Ça inverse tous les... Non, mais bon, non, rassurez-vous, vous, ça va. Non, mais non, bon, dans l'ensemble, vous n'avez pas tellement réussi socialement. Non, je me comprends. Peut-être un vague préfet dans un coin, mais tant qu'il ferme sa gueule, je ne sais pas. D'ailleurs, cette servilité explique aussi la paradoxale incompétence qu'on observe aux abords d'une machine gouvernante. Ah, ça n'y est pas le miracle. Hein, seuls deviennent les vrais requins du pouvoir, des agités, abrutis, enfoirés, connards. Trop bornés, mais putain, trop bornés pour s'apercevoir bon, que la bassesse. Bon, la bassesse est un moyen à la rigueur, bon, mais pas un but. Intelligence. Alors voilà, madame veut qu'on parle d'intelligence. C'est pas au programme. Intelligence, je veux bien, mais à quel moment du trajet, madame? Intelligence, pour s'agiter avant ou pour mourir après? Ah, s'il y a compétition, chez moi, une course, ça se juge à l'arrivée. Et à l'arrivée, tous, systématiquement, ils sont morts. Mais morts, mais à un point, on imagine, morts, malades à force d'être morts.
Hein? Non? Écoutez, madame, on va s'arranger. Bon, s'il est possible de mener magistralement une entreprise ruineuse, meurtrière et sans intérêt pour personne, alors là, d'accord. Là, Hitler, Lénine et Charles de Gaulle eux-mêmes ont montré de l'intelligence à leur manière. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, le respect des grands de ce monde va trinquer. Oh putain, ça va chier! Car je dis que le chien qui, sur le parvis de la cathédrale, trouve une merde, hein, pour prendre un exemple, trouve une merde et la mange, je dis que ce chien n'a pas plus lieu d'être admiré s'il le fait intelligemment. Bon, mais c'est pas au programme, ça, madame. Allez, le programme. Peuple de Cannes. Non, c'est raté. Peuple de Cannes. Parce qu'il fallait former une entreprise orgueilleuse dont jamais encore on ne t'ait embué la comprenette et rabattu les oreilles. Parce que le seul thème, sur quoi la seule certitude est que jamais, au grand jamais, on ne t'en a parlé, voilà que je vais te parler de l'amour. Là, je vois s'agiter, ça et là, comme des poissons fourvoyés parmi les miettes sous la nappe de cet auguste banquet. Je vois s'agiter des mains finement démocratiques, prêtes à se lever pour la protestation. Hein? Alors, permettez, moi, monsieur Bouteille, l'amour, bon, j'y connais trop rien, mais enfin, on m'en a déjà parlé de l'amour. Demandez à Mireille Mathieu, elle vous dira. Elle était là, sans blague. Convive, affamé de friandises nouvelles. Vraiment, vous aurait-on déjà servi de ce potage sur l'amour? Non. Ah non, là, vous vous moquez, là. Qui ne reconnaîtrait là votre goût ancestral pour le dessert du paradoxe et de la brillante controverse? Amour! Ah bon? Alors, d'après vous, il y aurait des discours humains décrivant ou prônant une habitude humaine pouvant porter ce nom? Non. Non, vraiment, je lis pas beaucoup les journaux, mais il me semble que je l'aurais su. À vous. À vous. Je vois... Non, vous vous plantez, là. Vous vous plantez. Nous avons un ministère de la solidarité, ouais. Je vois pas le rapport. Un ministère pour les droits de la femme, aussi. Un pour ceux des bestiaux, hein. Mais nous avons une spectaculaire industrie de l'érotisme. Rien à voir, dites-vous. Amour, alors là, je vois pas, là. Je ne sais pas qui pourrait vous renseigner. Allez voir, peut-être, ministère de la Culture. Amour, entendons-nous bien, hein. Phénomène attirant deux personnes l'une vers l'autre. Je veux bien, mais dans quel but? Hein, procréer n'impose pas de telles complications. Amour. Ah oui, attendez. Restez là. Oui, il existe une chose dans le genre de votre amour quand des homosexuels revendiquent leur droit à la différence. Mais différence avec quoi? Ça n'est pas précisé. Alors, des renseignements comme ça, on sait où on peut se démettre. Amour, attendez. Oui, je sais bien qu'on entend le mot amour. On l'entend dans les péroraisons interminables de sectes laïques ou religieuses. On l'entend, mais on l'entend dans le sens opposé, hein, d'une obligation morale et payante de célébrer ce qui est mort, hein, comme un prophète, ou fumeux, hein, des
des écritures. Je vois pas où serait l'amour là-dedans. Ah non, là, vous me collez. Ah ouais. À moins qu'il s'agisse de ces fictions rocambolesques dont nous rassasient les romanciers. Ah, c'est ça. Les romanciers. Alors, selon eux, l'amoureux convoiterait âprement une femme, mais les plus odieuses manœuvres pour s'en rendre maître ne le ravaleraient pas au rang de la bête immonde. La magie de l'amour ayant préalablement transformé sa rapacité libidineuse en édifiante émotion. Bon, non, bon, vous voyez bien que tout ça ne peut pas avoir d'existence tangible. Remercions-en d'ailleurs la nature, hein, car ces lubies de mythomanes compromettraient les échanges monétaires sur quoi reposent nos structures. De même, ni beauté, ni bonheur, ni aucun élan du cœur n'ont d'existence qu'à titre de gratuité mondaine. Je te passe le bonheur, passe-moi le sel, on en reparlera après. Non, écoutez, soyons sérieux. J'en appelle au témoignage des sales omnisports de nos villes nouvelles, que ces égarements libidineux sont le fait d'époques barbares. Soyons sérieux. Messieurs, dames, il a fallu 2000 ans d'acrobatie militaire, administrative et psychologique pour faire entrer dans l'esprit du contribuable cette confiance merveilleuse qu'on observe également chez le faisant d'élevage des chasses présidentielles. 2000 ans! Et tout ça est une construction fragile. Alors, s'il vous plaît, que chacun s'en tienne au rôle désigné par ses prédateurs immédiats, fiancés, famille, patron, eux-mêmes contrôlés par divers ensembles légaux, tous placés au grand jour sous le regard intègre du prédateur suprême. En l'occurrence, François Mitterrand, bien sûr. Pardon, madame? Si, j'ai très bien entendu. Vous avez dit pourquoi intègre? Pourquoi intègre? Mitterrand, madame, enfin. Mais oui. Mais parce que, madame, un gouvernement est contrôlé par des services spécialisés, genre Cour des comptes, qui veillent à ce... Des quoi? Des services qui quoi? Qui font partie du même gouvernement, absolu. Voilà le piège. Oh. Ah oui, c'est pas faux. Ah oui, ouais. Ah moi je suis très pour la participation. Oui, mais là, non, écoutez, madame, c'est déjà pas... ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Il faut comprendre... Bon, parce que... Tenez, ne bougez pas. J'ai ici une série de répliques très soigneusement écrites sur le sujet. Ce sera plus simple. Votre texte à vous, c'est en noir. Moi, c'est en rouge. Tenez, on ne se mélangera pas. Où elle est? Tenez, madame. Tenez. Attendez, je suis arrivé, parce que le dialogue, j'ai pas l'habitude. Ça me fout un trac immonde. C'est quoi ma première réplique? Ce que je dis, c'est quoi? Je vois pas les doigts. Oh, putain, il faut que je la prenne. C'est moi qui commence, alors. Ça, là, faut avoir l'air naturel. Madame! Non, ça fait beaucoup trop. Madame, je dis intègre, parce que les machines gouvernantes ne gardent pas d'argent illicite. Pour quelle raison, même dit? Mais madame, parce que ce ne serait pas leur intérêt d'en garder. Sans blague. Bon, c'est un peu facile, l'ironie.
voudrais vous voir à ma place. Sans blague. Mais madame, mais une machine gouvernante, que pourrait-elle s'acheter avec cet argent qu'elle ne posséderait pas déjà en suffisance? Du pouvoir, l'autre, qui a fait des études. Non, maintenant, justement, madame, une dépense officielle énorme et rapide procure plus de pouvoir qu'une dépense frauduleuse, fatalement maigre, lente et sans publicité. Paf! Voyez, vous êtes nuls, rendez-moi ça! Non, mais c'est mal de maintenir les gens dans l'obscurité aussi. C'est grave, c'est ainsi que, si vous voulez, c'est ainsi que l'intégrité de l'État est garantie par son pouvoir même, pas par son honnêteté, où on irait. C'est le débit qui compte. Plus vite il dépense, plus il lui passe d'argent dans les pinces, plus son pouvoir augmente. Avec sa liberté dans le choix des achats collectifs, des vendeurs et de leurs prix. Alors pourquoi piquer dans la caisse? Non mais bon, je vois bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que la seule objection sérieuse porterait sur l'avantage énorme qu'il va saisir. L'État a claqué officiellement des milliards et des milliards pour de la barbe à papa, ou des moulins à fumer les cigarettes de plus en plus vite, ou des centres bobous, comme à Paris. Bon, elle a raison. Oui, c'est embêtant, mais on invoquera alors un prestige national, susceptible à la rigueur de profiter à tout le monde en l'an 2000. Et chacun rentrera dans son trou, résigné, y compris madame. Résigné. On s'habitue. Résigné. Résigné à ce que rien ne soit monnayable, qui rappelle mieux l'amour qu'un déodorant, le Gevrey Chambertin. Citoyen, dressé à ne plus voir la beauté autrement que comme un gouffre à subvention, habitant d'un pays administré, achetez ce que vous pouvez. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ouais, blessez-vous, voilà, blessez-vous. Hein, la machine vous soigne à crédit. Prenez des calmants. Le vin n'est pas cher. Prenez des calmants. Mais, il y avait au menu ou beauté, ou sécurité. Vous avez la sécurité. Il n'y a donc rien qui vous autorise désormais une espérance amoureuse autrement qu'à base de dérivés du pétrole. En avant les capotes. Que vos cœurs, puisqu'il est question de cet organe en forme de pompe, que vos cœurs s'en tiennent à propulser le sang là où, enfin dans les organes qui conviennent, je n'ai nommé personne, et vos femmes, fécondées sans amour, enfanteront sous anesthésie comme elles ont vécu. Aïe! Il faut me prévenir quand je dépasse la... Non, là, non, il faut... Non, pardon, auditoire indulgent et multiple, non, ne retiens pas pour toi l'aigreur d'un discours théorique sur la machine gouvernante qui trouve avantage à t'organiser, ton inorganisable bonheur. Non, il faut... C'est des gens qui se rendent pas du... Songe qu'ils n'ont guère de mérite à te duper au jeu des apparences. Puisque pour répondre à leurs arguments de basse police, il faudrait de ta part une basse méfiance dont l'usage ne peut que te faire horreur.
hein, noble comme tu es. Hein? On va s'arranger. Allez, ambiance. Bon. Si toutefois, peuple de Cannes, tu doutes encore que de l'énorme dossier de l'amour ait pu s'échapper des pièces à conviction horriblement gênantes, alors, scientifiques, entrons ensemble dans la chambre froide et technique de la procédure scientifique détaillée. Attention, une ZP. On sait quand même ce que c'est qu'une ZP. Une ZP, ou zone de pudeur, est un lieu du corps, 1, 2, 3, dont une morale réprouve l'exposition au regard ou au toucher. Je rappelle la tripote. La dissimulation de cet endroit, surtout le 3, renforce l'appétit d'en jouir, en sorte qu'elle maintient le taux des échanges intersexes au niveau convenable. Là. Un candidat crédible s'assure le monopole de la zone de pudeur, moyennant la signature, devant témoin, d'un contrat autorisant la force publique à sévir en cas de défection. Hein? Très bien, madame, voilà, très bien, c'est ce qu'on appelle le mariage. Bravo. Vous voyez, il y en a qui suivent le mariage, le merveilleux mariage. Bon, cela étant fait, le mariage étant signé, si le nouveau marié prétendait le soir payer en billets de banque pour consommer la petite, s'il voulait payer pour ça, waouh, insulte à la pudeur, n'est-ce pas, dignité humaine, scandale épouvantable, ok? Bon, mais oublions tout ça, un moment, hein. Sur l'éventail des possibilités, ces dispositions maritales sont quand même un cas extrême, hein, voire marginal maintenant. À l'autre bout du système, la prostituée. La prostituée n'exige du client aucun contrat qui le scandaliserait, le pauvre. Mais au contraire, une somme en honnête coupure, signée par le gouvernement. Elle fournit alors un plaisir proportionnel et court, enfin un plaisir, ouais. Un plaisir celui dont on pourra discuter pendant le débat qui suivra la représentation. Mais attention, un plaisir d'où sont exclus radicalement les lèvres, la tendresse et la participation sensuelle. Alors là, réfléchissons. La pute, refuser à son client des stimulations, somme toute anodines, hein, dans la situation où elle est déjà, mais des stimulations si favorables à la prospérité de son commerce, elle, et pourquoi faire une chose pareille? Par honnêteté, une petite commerçante, alors. Par hygiène, par hygiène. Vous connaissez pas les petites commerçantes. Alors, monopole de son Jules, invention pure. Réponse. Elle fait ça, exactement pour la même raison qui fait que la jeune mariée repousse un billet de banque avant les ébats nuptiaux. L'intransigeante et farouche pudeur. Qui l'eût cru? En changeant de zone comme de chemise, en passant de la fiancée de 15 ans à la grosse pute alcoolique de 60 balais, la pudeur a gardé toute sa vigueur impeccable. Impeccable. Elle la gardera toujours au cours de tous ses voyages. Ainsi tenait le gynéco. Le gynécologue. Le gynécologue des dames. Le gynécologue conserve
un droit d'accès aux zones de pudeur tant qu'il prouve ou simule avec art qu'il n'en a rien à tamponner. C'est ça qui lui donne ce petit air dégoûté, sans... Parce qu'au premier tremblement ému, scandale! Perte de clientèle! OK? Et on verra le même scandale à l'envers si l'amoureux transi prend tout à coup un genre professionnel et technique au cours des évals. Hein? Horrible. Le style, bon, vous me dites si ça fait mal, mais ne vous contractez pas. Non. Mauvais! Mauvais! C'est des coups à se faire jeter. De même qu'il perdrait des plumes en affectant tout à coup un langage franc et paillard. Le style arrive, viens là, ma salope. Non! Non, pas lui! Pas lui! Non! Depardieu, tant qu'il voudra, dans Camille Claudel, mais pas lui. Voyez? Et c'est pas la grossièreté, ça. Parce que la grossièreté elle-même est obligatoire, par contre, pour l'étudiant. Ah! L'étudiant libéré, quand il expose le soir ses intentions galantes sur le voisinage. Ah, le pauvre malheur à qui voudrait le prendre au mot, puisqu'il en parle grossièrement par pudeur. Il y a condition que tout le monde sache bien que ce soir, il fera ceinture. Ah! La frustration, compensation de l'impudeur. Mais bénissons d'ailleurs, bénissons la pudeur en question, la frustration. C'est bien quand même à elle que nous devons tout ce qu'il y a de grand et de noble dans notre poésie française. Ah mais si, non, là, si, la poésie française est avant tout une poésie étudiante. Mais si, ce qui est grandiose, quelque chose admirable. Ne serait-ce que la fameuse, la digue de... Non, la digue du cul, m'en revenant de Nantes. Mais oui, mais faut un peu connaître là aussi la richesse des symboles évoqués là-dedans. La digue du... Il faut savoir, cette fameuse digue de Nantes, n'est-ce pas, qui date quand même du XIIIe siècle, et qui s'appelle la digue du cul, parce que c'est sur cette digue que les femmes des marins allaient attendre le retour de leur mari. C'est fou! Des centaines, il y a plus de désir là dans que de caillasses, vous dites. Mais oui, où tu vas toi, Germaine? Ah bah j'y vais parce que, oh, 4 ans, tous les 4 ans, ils revenaient. Et il y en a qui revenaient pas. On les apercevait à l'horizon, et la moitié des bateaux faisaient demi-tour. Oh! M'en revenant de Nantes, Nantes, sublime ville, de Nantes à Montaigu, Montaigu qui est sur la carte, hein, qui est une charmante bourgade à 5-6 kilomètres. C'est pour vous dire, on ne fait pas la poésie avec du vent. Non, Montaigu est là, pas pour rimer avec digue du cul, non. Montaigu, de Montaigu, aigu, de Montaigu, de la digue, de Nantes à Montaigu, la digue. Par conséquent, du cul, voyez. Alors, rigolez pas comme ça. Je reconnais ce rire. Ah oui, c'est la d'espoir. Alors, action. Bon. En revenant de Nantes à Montaigu, je vous résume. Si la d'espoir veut bien nous laisser parler. Bon, action. La digue du cul, j'avise une fillette. La digue du cul, j'avise une fillette, hein. Pas un gros tas, ah non. La fillette, tout ce qu'il y a de plus frais, le petit bouton de laitue, la fillette. Ah mais le respect, dans la paillardise, le respect est là, il le sera d'un bout à l'autre. Une fillette qui dormait le cul nu, la digue, le cul nu, attention. Non, c'est pas là pour faire rire. C'est un fait qui resservira énormément par la suite. Le cul nu, attention, c'est-à-dire que le haut et le bas sont habillés. Hein. Il n'y a que le cul qui se détache. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on obtient le caractère monolithique de l'objet.
sans lequel aucune poésie n'est possible. L'objet qu'on pourrait à la rigueur confondre avec autre chose dans le paysage, je vois une paire de bolets dans un coin, je ne sais pas. Bon, action. La digue du cul, je sors mon arbalète. La digue du cul, je sors, on rigole. Mais oh, n'oublions pas, on est au XIIIe siècle. Une arbalète du XIIIe siècle, c'est 2 cm d'épaisseur de lame sur 8 de haut. C'est du 850 kilos à la traction. Là, t'as ça dans le bénard, t'es plus un bureaucrate là-dessus. Une bête, un dieu. Je sors mon arbalète et Ja, le fameux Ja, J''A, qui est simplement la contraction de je là. Et Ja lui fourre dans le cul la digue. Et Ja lui fourre dans le... Faut bien remarquer le choix du verbe. Le nombre de verbes que l'auteur aurait pu trouver à la place, mais non, il fallait fourrer. Pourquoi? Mais fourrer qui donne d'ailleurs la valeur du paysage alentour, bien sûr, par analogue, mais surtout qui est tout ce qu'on a de luxe, n'est-ce pas? La fourrure en bas des manteaux d'hermine, la fourrure. Mais oui, mais il faut bien se rendre, on fourre les dates avec de la pâte d'amande. Attention. Et je lui fourre dans le cul la digue, et je lui fourre donc dans le cul, par conséquent, la digue, évidemment, du cul. Bon. Alors, action. La digue du cul, la belle se réveille. La digue du cul, la belle, hein? Pas le gros non, la belle, le respect, la belle se réveille. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une belle qui se réveille? Et c'est lui qui dit ça. Il a du mérite à trouver qu'elle est belle, parce que quand même, rappelons qu'elle est toujours de dos, hein. Il faut... Il n'a pas vu la tronche. Il le sent, c'est l'intuition poétique, il a confiance. Sinon, il n'y a pas de poème possible. La belle se réveille, bien sûr. Ah, nous, évidemment, nous. Maintenant, ça nous fait rire. OK? Mais à l'époque, pas du tout. Au XIIIe siècle, une gamine de 15 ans, elle se réveillait pour beaucoup moins que ça, tu parles. C'était des hypersensibles. C'est ravissant. La belle se réveille, et la preuve qu'elle est d'une innocence. Le premier mot qu'elle dit en se réveillant est un mot religieux. La belle se réveille et dit « J'ai le diable au cul, la digue. » Bon. Oui, bon, c'est que le diable... Mais quand même, reconnaissons que ça élève le débat, quand même. J'ai le diable au cul, la digue. J'ai le diable au cul, la digue, bien sûr, du cul, puisqu'on en parle. Alors lui, mais c'est pas, elle en est pas sûre. Hein. Je veux dire, non, c'est plutôt une supposition qu'elle fait. Elle présume, elle suppute qu'elle... Si vous voulez, elle sait où elle l'a, c'est bien. Mais là, l'affirmation est plutôt interrogative. Voyez. Alors lui qui est là derrière, lui qui aurait pu se tirer en ricanant bêtement. Mais, bon, il voit qu'on discute, discutons. J'ai le diable. Alors lui, horrifié, il a dit que non, ce n'est pas le diable. Non, ce n'est pas le diable, mais c'est mon... Alors, là, oui, je suis désolé, le couplet suivant n'est pas d'origine. Il a été refait vraisemblablement vers 1850 par un inspecteur primaire, dans les deux sens du terme, qui était à cette époque-là en service auprès du ministère des Armées. Et c'est là qu'on voit tout de suite à quel point il faut choisir entre la poésie et l'enseignement. Il faut vraiment se spécialiser, parce que non, ce n'est pas le diable, mais j'ai honte de le dire, mais c'est mon dard poilu. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On fout une chanson en l'air pour moins que ça. C'est mon dard. Le dard, bien sûr. Le dard est une chose minuscule, mesquine, qui appartient à la guêpe.
laquelle guêpe n'est pas bien grosse non plus. Si on voulait parler de mesquinerie, on parlerait, je dirais, le dard. C'est une honte. Et alors, pour rattraper la sauce, il met poilu. Poilu. C'est lamentable. Il faut vraiment être à la veille de 14 pour inventer une histoire pareille. Poilu. Le dard poilu. Bien sûr, enfin. En aucun cas, bien sûr, le dard n'est poilu. Enfin, quand un arbre pousse dans un pré, le gazon ne monte pas le long du tronc. Comment? La misère humaine et morale que ça représente. Non, bien sûr que non. Les poils sont joliment disposés à la base de l'objet. Bon, si vous voulez en plomberie, on appellerait ça un joint d'étanchéité pour éviter... Enfin bon, c'est pas grave. Il fallait un couplet plus faible pour sentir la puissance des autres. Voyez. Bon, non, allez. Alors, dard poilu, la digue, dard poilu, la digue du cul. Merci. Alors, et elle, devant la réponse, insatisfaite, continuant à supputer, elle, la digue du cul, si ce n'est pas le diable, si déjà une condition, et une condition prémaritale. En effet, paradoxe, si c'était le diable, il n'irait pas lui dire oui, il est bien trop malin. La digue du cul, si, mais elle a confiance. La digue du cul, si ce n'est pas le diable, refourre-moi-le dans le cul, la digue. Et c'est là que tu vois la générosité sublime que ça représente. Mais beaucoup de Nantaises ont été canonisées pour des histoires d'amour. Mais si, le fameux refour qui a fait dire à Baudelaire qu'il s'agissait là de la plus belle ellipse de toute la poésie française. Baudelaire, vert de jalousie. La plus belle. Et effectivement, ce en 2 lettres nous prouve bien que le bonhomme était déjà ressorti dans un couplet dont on vous a fait grâce parce qu'il ne s'agit pas d'un rapport de police. L'ensemble est sublime, somptueux. La tenue, la richesse. Je suis d'ailleurs très très gêné de vous voir ricaner bêtement là-dessus. L'impression de faire visiter Notre-Dame à un quart de trotskiste. Enfin. Mais j'ai... À propos de quoi je vous racontais tout ça? Ah ben oui, l'étudiant. Il faut suivre un peu. La Descoire. L'étudiant, on le dit, quand je ne sais plus. Ah oui, alors l'étudiant, il parle grossièrement de l'amour par pudeur. Cette même pudeur qui, au contraire, ferait rougir la courtisane chevronnée d'avouer ses moindres projets pour après souper. Vous voyez comment ça se passe? Ainsi, vagabonde la pudeur. Cependant, moins folle, moins divine que l'inéluctable amour. L'amour est terrible. Mieux, la coutume démocratique tolère qu'un citoyen dise franchement ce qu'il pense, c'est-à-dire radasse, trou du cul, bite et partout. Plus l'âme, le cœur et les larmes choquent, au contraire. Ah, ça, c'est... Vous voyez? Et bientôt, que se passe-t-il? Bientôt, les histoires et les lettres d'amour ressemblent à l'opinion sur la beauté d'un grossiste en souvenir du Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, voici une lettre d'amour écrite à l'aide d'un ordinateur après la lecture et l'analyse de 123 000 lettres d'amour d'agents commerciaux. Ça fait copieux. Bon, ça n'a pas, bien sûr, la tenue littéraire de la digue du cul. C'est intéressant pour des raisons statistiques et le plaisir de reconnaître son propre style épistolaire. Je vois sans joie ma Sophie, les verdures du printemps saloper les bois. Il serait moins pénible qu'un hiver dure pour moi qui j'ai mis sous tes lois. D'après toi, il manque à mon charme slave
C'était impossible à copier, la classe innée de ceux qui jamais se lavent la figure avec l'eau des pieds. J'épluche avec soin mon vocabulaire, dans quel espoir si ce n'est toi, pour braquer ton dit fermeture éclair, telle est la veille qui se nettoie. Je veille à ça depuis belle lurette. Hélas, quand on a le cœur fier, la vulgarité vous colle aux burettes, comme disait Montaigne à Schubert. Mais c'est bien fou de la Schubert. Je sais. Un nom en 2 syllabes qui se termine par Bert et toutes ces choses. Tu saisis, Sophie, le moindre prétexte à croire mes instincts cochons. Mes ardeurs pourtant ne vont pas qu'au sexe, puisque j'aime aussi tes nichons. M'infliger pour ça ces soirées maussades, bornées aux rapports amicaux, c'est plus fou que prendre un marquis de Sade ou Landru comme gynéco. Mais plus subtile plaidoirie, hélas, bafouille sous ton œil d'acier. Il vaudrait bien mieux comme un dégueulasse, cogner d'abord puis négocier. Je vois d'un sale œil les pâles verdures du printemps saloper les bois. Il serait moins pénible que l'hiver dur pour moi qui j'ai mis sous tes lois. Oh, autant la haine. Autant la haine, pas de problème avec la haine. La haine, les bonnes filles, elles se laissent faire en art. Bah, regardez nos romans policiers, nos films. Autant l'amour, comme nous venons de le montrer, ne supporte pas l'amateurisme et se dérobe à tout usage autre que l'amour. Rien à faire. Hein, préparé en famille, il donne quoi? Il donne la carte orange. En idéal, c'est la viande à canon. En érotisme, n'en parlons pas, il fait geler la sauce. Et le poète qui se vautre dans l'amour ne fait plus de la poésie. Hein, il fait des bulles, comme un crapaud ou un pape. Mais si, Dieu lui-même, Dieu qui est amour et patience, Dieu supporte de plus en plus mal aux environs de Noël les avances lascives des petits chanteurs à la croix de bois. L'amour est terrible. Fraternité, moralité, paix du cœur, liberté. Non, l'amour n'en a rien à cirer. L'amour est affreux, cynique, antisocial. L'amour vous fait l'amour. Ah oui, l'amour se complaît à jeter son trouble insécurisant dans l'esprit du joyeux CRS qui siffle en travaillant. Dans n'importe quoi. Le phallus irrité sous sa capote anglaise. Dans l'âme du curé paisible, voyez, enfournant l'innocente hostie dans la gueule du communiant vorace. L'amour est effrayant. Tandis que la partie de jambes en l'air tolère divers plaisants recours aux choses qu'on raconte. Le noble amour coincé dans les plis de la honte, les guerres plus jouissives à raconter qu'à faire. L'amour est terrible, effrayant. A-t-on seulement remarqué qu'il inflige dans l'ordre à la jeune fiancée le jet glacé de la terreur, puis les rougeurs marbrées de la fièvre, puis les cris d'orfraie du martyr, si ce n'est pas ceux de la rage, puis les râles de l'agonie, et le masque blême du trépas sans confession. Enfin, au petit jour,
la maigreur et les cernes caractéristiques de la damnation éternelle. Or, tenez-vous bien, le soir du même jour, il arrive que tranquillement, elle en redemande. Quelle santé! Voilà, écoutez, messieurs, dames, dans ces amours sociales, écoutez le bruit étrange que fait la haine. Pour désigner une prostituée, la tradition propose 10 termes. Des termes parfois techniques, gagneuse, prostituée, fille publique, bon. Des termes parfois mignons, tapin, call girl, michetonneuse ou fille de joie, comme disait Bernanos. Des termes comme ça légers, jamais insultants ni haineux, jamais. En effet, l'échange monétaire avec elle garantit l'absence d'amour. Bon, mais si jamais le plaisir est gratuit, ça n'est plus le cas. Là, il y a apparence et menace d'amour. Alors là, la pauvre amateur, là, la voilà traitée de roulure, grue, monte charge. Ah si, ça existe. Ah, pardon. Je l'ai entendu, monte charge. Mais j'en ai entendu. École publique, j'ai entendu. Il faut la supporter, l'injure. École publique. Savate, bigorneau, un aspirateur, un tas, une radasse, une rue d'Assas, à cause de l'institut prophylactique à Paris. C'est effrayant. Un tube, une treilleuse, une valve, une girouette, un hamburger, un billard à 7 trous, auberge espagnole, parce qu'on peut apporter son manger, quoi. Effrayant. Cloaque à Ridel, un train d'atterrissage. À Pékin, j'ai même entendu un mouillage de plaisance. Oh, un hangar à catamaran. Une solution de rechange. Fille à péage, étudiante au père. Minette à grande circulation. Gare de triage, mammouth. À Pékin, j'ai entendu plaque tournante de l'Asie. C'est effrayant, messieurs, dames. Effrayant. À croire que les humains en sont au point de ne plus voir qu'ordure dans ce qui est gratuit, uniquement parce que c'est gratuit. En payant, ils diraient trop rien. Non, quand même, non, on n'en est pas là. Bon, mais alors quoi? Sont-ils si traumatisés alors qu'un psychiatre hors de prix de la machine gouvernante leur soit plus utile que des jeunes filles indulgentes? Va savoir ce qui peut se passer une fois qu'ils ont signé avec les pouvoirs. Ah, mais moi j'en raconte pas des cas, parce qu'on me croit pas. J'en ai vu. Écoutez, j'en ai vu un grand poète national, dont je vous tairai le nom, parce qu'on n'est pas des chiens. Quoi. Je l'ai vu, moi, consacrer tout le jour à son travail de poète, et s'étonner le soir, avec Germaine, qu'il n'y ait pas d'amour heureux. On en est là. Et Brassens reprenait en cœur derrière. Alors expliquez quoi? Qu'est-ce que tu veux leur expliquer? J'en ai vu un, moi, on va pas me croire, qui devant une femme 10 fois plus belle que lui, s'estimait lui-même plus intelligent. L'optimisme que ça présente. C'est effrayant. J'ai pas vu, parce que j'étais derrière la cloison. J'ai entendu, moi, un militant de gauche parler d'amour. C'est quand tu t'y attends pas, ça fait bizarre déjà.